Bonjour à tous et à ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous le savez, ce matin, on va vous présenter tout le programme assez exceptionnel des JFR 2021. Je vous rappelle quelques règles. On garde les micros tous fermés pendant la conférence pour faciliter la vie et éviter en effet d'avoir des éléments qui vont venir perturber le contenu des différents experts qui vont s'exprimer. On fera en fin de conférence en effet une série de questions où tous les experts resteront pour pouvoir répondre évidemment dans les meilleures conditions. On enverra, vous aurez tous en début d'après-midi le dossier de presse et vous aurez tous aussi la capture à votre disposition de cette conférence de presse ce matin si vous avez besoin de reprendre des éléments que vous n'aurez pas eu le temps de noter. Je vais vous souhaiter à tous une très très bonne conférence. Vous n'hésitez pas à poser vos questions à la fin de la conférence ou de les laisser d'ores et déjà sur le chat de façon à ce qu'on les récupère et qu'on puisse les poser en fin de session. Je vous souhaite une bonne conférence et je laisse tout de suite la parole à mon voisin qui est Alain Luciani, le vice-président de la SFR. Merci et bonne conférence. Merci Nicolas, bonjour et bienvenue à cette conférence de presse. La Société française de radiologie est très heureuse de vous y accueillir pour présenter tout le programme de ce congrès présentiel qui s'annonce passionnant, présentiel avec un contenu digital. Ça a été une année difficile que nous avons connue, difficile d'abord pour nos patients, difficile aussi pour les équipes radiologiques impliquées, comme vous le savez, depuis le premier jour dans la prise en charge des patients dans le cadre de la crise Covid. Et on a évidemment aussi une pensée et un soutien pour toutes les équipes radiologiques partout sur le territoire qui sont toujours impliquées. Et je pense notamment au département, au territoire d'outre-mer en ce moment. Alors ça a été une année quand même qui a été extrêmement riche en innovation de la part de la Société française de radiologie. La crise sanitaire a montré qu'il y avait un besoin des radiologues, des équipes de manipulateurs, de formation, j'allais dire presque au quotidien, on l'a vécu pendant la crise. Et ça s'est décliné par la mise en place d'un programme de formation, les JFR 365, qui est un contenu innovant que certains d'entre vous ont vu, ont déjà découvert. Et le deuxième numéro sera lancé juste avant les JFR et annoncera d'ailleurs une partie des JFR. Cette année, elle a été aussi riche en innovation en recherche et les équipes françaises radiologiques impliquées dans la recherche ont été parmi les leaders français aussi dans la prise en charge Covid, et notamment pour la détection des formes graves. Donc ça a été vraiment une année extrêmement dense, tendue, mais aussi passionnante. Et cette année, aujourd'hui, elle s'ouvre elle se conclut, et cette conférence de presse l'annonce, sur un congrès qui s'annonce magnifique. Un congrès qui montre aussi la volonté des radiologues d'être très près des problématiques de société. Et ça, c'est quelque chose aussi que nous voulions partager. Nous avions exprimé l'an dernier notre volonté d'ouvrir des partenariats. Ça a été le cas notamment avec le Centre national d'études spatiales. Nous avions fait des actions en faveur de l'expérience patient. Et puis cette année, nous sommes très heureux que le professeur Kovačič, à qui je vais passer la parole en tant que présidente de nos journées francophones de radiologie, ait choisi un thème qui ancre vraiment la radiologie dans les problématiques de notre société. Je vous souhaite donc à tous une très bonne conférence de presse et je passe la parole au professeur Kovačič, que je remercie pour tous les efforts et tout le travail accompli avec les équipes de la SFR pour bâtir ce magnifique programme. Hélène, c'est à toi. Merci beaucoup Alain, je te remercie donc et je suis très heureuse de vous inviter au JFR 21 qui sera un congrès hybride, essentiellement présentiel, qui va se tenir du 8 au 11 octobre au Palais des Congrès, Porte-Maillot, selon un format que vous connaissez tous, mais qui va être cette année augmenté d'un congrès numérique pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer et également pour enrichir le congrès par un contenu qui reprendra les thèmes forts et les séances fortes du congrès, mais également un contenu différent. Alors, quels sont les thèmes du congrès cette année? Il y a deux thématiques qui vont être conjuguées, la radiologie interventionnelle et l'imagerie équitable. Qu'est-ce que l'imagerie équitable? L'imagerie équitable, elle se décline sur l'équité pour les patients. Et en effet, vous connaissez tous les problèmes de dépendance. Eh bien, la radiologie accélère ses actions de recherche, notamment grâce à l'intelligence artificielle, pour le diagnostic des maladies neurodégénératives, des démences.
Elle développe la radiologie interventionnelle aussi, permet de traiter des patients qui n'auraient pas accès à des traitements parce qu'ils sont plus fragiles. Et donc c'est très important pour ces populations un peu plus déshéritées de développer la radiologie interventionnelle et c'est en ce sens équitable. C'est également permettre un accès aux soins pour tous les patients, quel que soit l'endroit où ils sont, et de connaître ces possibilités thérapeutiques. C'est pour ça qu'en particulier pour la radiologie interventionnelle, nous avons créé un registre d'activités, recensé tous les centres qui pratiquent ces actes et qu'il est accessible actuellement en ligne sur le site SFR Patient. Ça permet à tout patient à un point donné de savoir quel est le thérapeute qui peut traiter par radiologie interventionnelle un cancer du foie, des problèmes pelviens, par exemple, prise en charge de la douleur. Donc c'est aller beaucoup plus vers les patients. C'est aussi prendre conscience de nos organisations, de leurs limites liées par exemple à la paupérisation médicale, et de pallier par des organisations à ces faits pour essayer d'avoir une meilleure couverture du territoire. L'équité, c'est aussi l'équité vis-à-vis de l'environnement. Et cette année, la Société française de radiologie a mis en place des groupes de travail qui s'intéressent à l'éco-responsabilité, qui vont décliner plusieurs thématiques comme la sobriété numérique, l'optimisation du tri des déchets, la valorisation de l'économie circulaire dans nos appels d'offres, dans le choix d'équipements qui soient plus recyclables ou pour lesquels c'est plus lisible, plus éco-responsable. C'est favoriser aussi l'innovation technologique pour permettre la préservation de ressources finies. On utilise de l'hélium pour les IRM. C'est des actions qui sont aussi de vigilance active pour nos patients. On vous parlera des problématiques du gadolinium, mais ça va se poser aussi avec toutes les nanotechnologies. C'est également une implication dans la prise en charge des patients qui ont des pathologies qui sont liées à la pollution, qu'il s'agisse de problèmes respiratoires ou qu'il s'agisse de cancer. Cette action, elle se fait de plusieurs façons, par les radiologues et leur implication également avec d'autres médecins dans le cadre du CRS, qui permet de traiter des problèmes que nous avons en commun, comme par exemple le tri des emballages, des déchets dans les blocs opératoires. Nous partageons en radiologie interventionnelle exactement la même problématique, mais c'est également une action concertée qui s'est faite, où nous avons travaillé avec les manipulateurs, avec les industriels, avec le SNITEM, avec les pharmaciens, avec des ingénieurs, avec des chercheurs, parce que c'est vraiment une préoccupation qui nécessite une approche multi-professionnelle. Voilà, alors parmi les points forts de la conférence, il y aura une grande conférence professionnelle le vendredi matin en présence d'acteurs institutionnels comme c'est toujours fait, qui va adresser à la fois les problèmes de l'équité sur le thème de l'accès aux soins dont je vous ai parlé et de l'éco-responsabilité. La conférence inaugurale du vendredi soir sera faite par le professeur Philippe Gabillier, qui est connu pour ses travaux sur l'optimisme, l'espoir. Il sera challengé par des juniors et on va nous présenter des pistes pour une vision positive et enthousiaste de notre métier qui, comme Alain l'a dit, se fait parfois dans des conditions difficiles. La conférence du samedi 12h sera centrée sur la radiologie interventionnelle, une thématique dépasser nos frontières, qui sera plus largement développée par le professeur Thierry Debert ensuite au cours de cette conférence de presse. Et enfin, la conférence du dimanche commencera par une courte intervention vidéo de Claude Lelouch qui va nous parler des relations entre cinéma et radiologie et suivi de l'intervention de Jean-Claude Amezen qui, tenant compte des avancées technologiques, médicales, des problèmes environnementaux et des progrès sociétaux, nous parlera sur une thématique qu'il a intitulée « La liberté que l'autre soit ». Voilà. Il y aura aussi d'autres éléments très intéressants et en particulier en tant que femme, je suis très heureuse cette année d'avoir une session qui est dédiée aux femmes en radiologie interventionnelle sous la coordination du professeur Van Attachier qui va nous informer sur la façon dont les femmes pratiquent la radiologie interventionnelle, l'impact dans leur vie, dans le monde,
en France, quelles sont les difficultés actuelles. Est-ce que les femmes font la même radiologie que les hommes? Est-ce qu'elles soignent les mêmes patients? Ce sera sûrement passionnant. Et également, nous avons les villages. Alors, les villages, il y a le village des ultrasons, le village de l'intelligence artificielle, le village de la radiologie interventionnelle. Et cette année, nous avons un nouveau village qui est le village One Health, qui va être un espace où vous aurez des mini-conférences, vous aurez des sessions qui seront complètement interactives sur les thématiques, elles s'appellent les dossiers de nos écrans, qui concernent la sobriété numérique, les nouvelles technologies, les produits de contraste, le tri des déchets. Vous aurez des invités qui seront radiologues, mais également d'autres professions médicales et d'autres intervenants du monde professionnel qui a attrait à l'environnement. Voilà, donc je vous invite tous à venir au JFR et je vais vous présenter le prochain intervenant, qui est le professeur Vincent Vidal, qui va vous parler de choses qui seront développées au cours des JFR et en particulier la trousse interventionnelle de l'astronaute pour les voyages extraorbitaires. Vincent, tu as la parole. Bonjour, merci beaucoup Hélène, merci pour cette introduction. Donc oui, alors je vais vous parler de quelque chose qui pourrait paraître bizarre dans un congrès médical, spontanément, mais en fait, vous allez voir que la radiologie interventionnelle a un rôle majeur à jouer dans cette histoire future, hein, cette histoire qui nous motive tellement. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur la Station spatiale internationale? Si Thomas Pesquet, par exemple, a un problème de santé, en fait, on a une communication directe avec la Terre. On peut discuter avec des médecins très directement. Donc, on a beaucoup de possibilités d'interagir. Mais s'il y a un problème vraiment aigu, de toute façon, on peut rapatrier les astronautes en 24 heures, on va dire. C'est-à-dire que très rapidement, ils peuvent être dans un hôpital, quel que ce soit sur la planète. Donc, quand on est dans cet environnement-là avec des astronautes qui ont été très, très bien sélectionnés, le risque médical, il est quasiment, on va dire, nul. Il n'est pas plus important que sur Terre. Quand on parle des voyages extra-orbitaux, on parle, on va dire, de voyages de Mars, sur Mars, là, c'est complètement différent parce qu'on va être, les astronautes vont être en autonomie totale. Quand on parle d'autonomie totale, il faut bien comprendre qu'il n'y a plus de communication. Enfin, il y a de la communication, mais quand on pose une question sur Terre aux gens sur Mars, on leur dit « Comment ça va ?» 20 minutes après, ils entendent la question, ils répondent « Ça ne va pas, il y a quelqu'un de malade ?» Donc, 40 minutes après sur Terre, vous entendez, quand vous avez demandé ça avant, on dit « Non, il y a quelqu'un de malade ». Donc, il n'y a aucune interaction possible en disant « On va vous aider ». Donc, il va falloir qu'ils soient en autonomie totale. Par ailleurs, on sait qu'on ne va pas pouvoir embarquer de la chirurgie lourde sur ces navettes. Donc, il y aura un médecin, bien sûr, dans ces missions. Il va falloir que ce soit un médecin qui soit extrêmement polyvalent. Alors, bien sûr, un médecin a toute la somme des connaissances sur une petite clé USB, c'est-à-dire qu'on peut avoir toute la science up-to-date sur une clé USB et un médecin va pouvoir gérer tout ça. On va pouvoir emmener de la pharmacopée. Par contre, tout ce qui est chirurgie, eh ben, la petite chirurgie traumatologique va pouvoir être faite, mais le reste ne va pas pouvoir être fait. Alors, il y a déjà une dizaine d'années, David Lerner aux États-Unis, travaillait avec la NASA, a commencé à écrire un papier qui était pourquoi le médecin qui partira sur Mars sera un radiologue. Alors, en fait, ce ne sera pas un radiologue qui partira sur Mars, ce sera un médecin très polyvalent. Mais en fait, la radiologie interventionnelle, elle a des aspects extrêmement favorables à cette problématique. Avec un petit appareil à ultrasons, vraiment de toute petite taille, on peut avoir accès à des organes profonds, donc en piquant des cibles, en emmenant des cathéters. Et ça, c'est avec un faible poids, un faible volume. Alors, je vous donne un exemple simple. Imaginons qu'un astronaute fasse un problème infectieux assez grave, par exemple abdominal, au niveau de la vésicule. Il peut avoir un abcès et qui ne peut, par exemple, ne pas être traité par les antibiotiques. Alors, sous contrôle des ultrasons, avec un échographe, et avec un matériel assez simple, on peut aller ponctionner la vésicule ou l'abcès et réaliser un drainage qui sauvera la vie. Et vous imaginez bien que la problématique dans ces missions, ils ont tous des rôles extrêmement importants. Donc, voilà. Deuxième exemple, un patient qui, si jamais un des astronautes fait une colique néphrétique, cette colique néphrétique doit être traitée, donc elle peut être traitée médicalement, mais c'est pareil, elle peut s'infecter ou elle peut bloquer, entraîner une infection rénale. Donc, on peut, avec un drain, ponctionner le rein et donc récupérer, sauver le rein et sauver l'astronaute. Donc, en fait, il y a beaucoup de procédures comme ça qui peuvent être réalisées par radiologie interventionnelle. Donc, notre challenge que nous allons démarrer au JFR, c'est de demander aux radiologues français de constituer des équipes par ville
Et on va leur demander, selon une liste de pathologies très précises qu'on va leur donner, qui sont les pathologies qui sont supposées pouvoir arriver, avec bien sûr une probabilité faible et qui puissent arriver, de conceptualiser une boîte à outils. Dans cette boîte à outils, il va falloir qu'on ait tout le matériel disponible pour faire ces interventions, mais il va falloir que ce matériel soit extrêmement polyvalent, parce qu'il va falloir qu'on puisse faire à la fois un drainage biliaire, à la fois un sondage vésical, à la fois… Voilà. Et il va falloir que ce matériel soit peu volumineux et bien sûr peu lourd. Voilà. Donc ça va entraîner, je pense, beaucoup de jus de cerveau. Les gens vont essayer de voir comment essayer d'avoir tout ça. Et la deuxième chose, c'est qu'on peut imaginer que des procédures que nous ne faisons pas sur Terre, parce qu'elles sont faites par exemple en chirurgie, eh bien, on pourrait peut-être les faire en procédure dégradée dans l'espace par radiologie interventionnelle. Ça va être le deuxième axe de cette réflexion. Donc, ils auront 8 mois pour proposer une boîte à outils. On va avoir un jury qui va être composé de membres du CNES, de membres de radiologie, et on remettra un prix au JFR 2022 voilà, pour faire avancer donc, sur cette boîte à outils. Donc, je crois que c'est extrêmement intéressant pour la radiologie interventionnelle et puis, bien sûr, pour cette conquête spatiale. Voilà, puis je suis bien sûr disponible pour les questions s'il y en a. Merci Vincent. Nous allons continuer par l'intervention de Vania Taché qui va nous parler médecine, imagerie et environnement pour une prise de conscience des enjeux sociétaux. Vania. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité à parler sur ces thématiques passionnantes que sont l'éco-responsabilité et l'imagerie médicale équitable. Concernant l'éco-responsabilité, on sait que l'imagerie médicale et la radiologie interventionnelle connaissent une importante révolution technologique avec l'arrivée des IRM à haut champ, des scanners spectraux, des innovations en radiologie interventionnelle, l'aide de l'intelligence artificielle. Les JFR cette année donnent une importante impulsion sur l'éco-responsabilité en plus de cette réflexion autour des nouvelles technologies. La société française donc, a mis une impulsion forte en réunissant l'ensemble des acteurs que sont les professionnels de santé comme les radiologues, les manipulateurs radio, les ingénieurs, mais aussi les industriels ou encore l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie que sont l'ADEME, le syndicat national de l'industrie des technologies médicales, les universités, les industriels et enfin Médicène. Donc tous ces acteurs vont se réunir au JFR pour réfléchir et faire l'état des lieux sur notre empreinte carbone, réfléchir sur l'écriture d'un livre blanc afin d'envisager une conduite commune éco-responsable. Il y a au JFR 4 sessions débat multiprofessionnelles autour de cette thématique de l'éco-responsabilité, articulées en 4 axes que sont le tri des déchets, l'éducation numérique, les objets connectés, les nouvelles technologies et enfin les produits de contraste. Il faut savoir que la réflexion et le travail sur l'éco-responsabilité portent entre autres d'un côté sur les usagers et leur prise de conscience sur la consommation des ressources, sur l'utilisation des produits à usage unique ou l'utilisation des produits de contraste de façon maîtrisée. À titre d'exemple, il faut savoir que le simple fait d'éteindre les consoles à la fin d'une journée permet de réduire l'émission en CO2 de façon significative, ou encore la sauvegarde maîtrisée des données en santé. Par exemple, il n'est pas nécessaire que de sauvegarder des reconstructions coronales ou sagittales d'un scanner, puisque lorsqu'on a des données de qualité millimétrique en coupe axiale. Et enfin, un effort est demandé aux industriels de prendre des actions, des mesures efficaces, tant sur l'utilisation des ressources, mais aussi sur le conditionnement, l'acheminement, le cycle de vie des matériaux, mais aussi le recyclage et les développements technologiques. À titre d'exemple, comme l'a dit Hélène, l'hélium, c'est une énergie fossile qu'on utilise pour refroidir des aimants en IRM. Cette énergie ces ressources sont extraites en même temps que les hydrocarbures et peuvent manquer d'ici 2035. Et donc, certains industriels proposent des IRM utilisant 7 fois moins d'hélium. Concernant l'imagerie médicale équitable,
Il faut savoir qu'une solution équitable pour les pays émergents permet de proposer une solution par le Faire en Beau concept à l'initiative du professeur Vincent Vidal, qui permet de proposer une embolisation à moindre coût en utilisant des fils de suture dans ces pays émergents. En effet, on sait que ces pays émergents peinent à développer la radiologie interventionnelle et à utiliser des produits à utiliser des agents d'embolisation pour des difficultés à la fois économiques mais aussi commerciales. Une première étude préclinique a montré que l'utilisation de fils de suture résorbables et non résorbables sont efficaces pour l'embolisation artérielle, mais en plus sûres et faisables. Et donc, avec cette première étude encourageante, il est possible de développer la radiologie interventionnelle dans ces pays émergents. Concernant le territoire français, il faut savoir que l'équité passe par une disponibilité accrue du matériel d'imagerie à l'ensemble du territoire et à l'ensemble des malades, et surtout faire face à la demande qui sera croissante. Voilà, merci beaucoup Vania. Vous avez vu que les radiologues avaient des idées, qu'ils avaient des mains et qu'ils avaient du cœur aussi. Donc j'accueille maintenant le professeur Thierry Debert qui va vous parler de radiologie interventionnelle vers un traitement très personnalisé, le pouvoir de l'image, fusion et guidage et les nouvelles cibles de la radiologie. Thierry, tu as la parole. Bonjour, je travaille à Gustave Roussy, donc il n'y aura pas beaucoup de surprises sur le fait que je vais vous parler de cancer et de traitement du cancer en radiologie interventionnelle. Une première partie sera dédiée aux nouvelles cibles, on parlera beaucoup d'immunothérapie et de cancer, et la deuxième partie à l'imagerie de guidage. Donc ces nouvelles cibles, un bref rappel, tout le monde sait que l'immunothérapie dans le traitement du cancer, c'est la révolution de ces 5 dernières années. Comment ça fonctionne de façon très simple? On va relâcher le frein immunitaire appliqué à la tumeur. La tumeur freine notre organisme et l'empêche de la détruire. Et ce qu'on veut, c'est finalement que notre organisme lui-même aille détruire le cancer. Et c'est le but de cette immunothérapie. Elle ne fait que favoriser l'action de notre organisme. Ce qu'on veut en termes un peu plus scientifiques, c'est laisser travailler les lymphocytes T8 et empêcher de travailler les lymphocytes T4. Les T8, c'est les lymphocytes tueurs, et les T4, c'est les lymphocytes régulateurs, donc qui empêchent cette unité de fonctionner. C'est fantastique, c'est un progrès immense, mais aujourd'hui, dans les meilleures indications, dans les meilleurs progrès, le mélanome, le cancer bronchique primitif, les résultats sont de 30%, c'est-à-dire que 30% des patients vont bénéficier de façon énorme de ce progrès et les autres n'en bénéficient pas. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? Qu'est-ce qu'on essaye de développer? On va parler évidemment de recherche, de protocoles de recherche. C'est la radiologie interventionnelle peut-elle aider en allant au cœur de la tumeur? Et on parlera dans la deuxième partie du fait qu'un des principaux rôles de la radiologie interventionnelle, c'est d'aller mettre une aiguille, un cathéter, quelque chose au cœur de la tumeur sous guidage de l'imagerie. Et l'idée finalement, assez basique en tout cas pour la première, c'est d'aller porter ces médicaments directement au sein de la tumeur. Alors, on a des protocoles au doux nom de Nivipit ou Ipanif qui vont amener des produits classiques, les anti-CTLA4, c'est une des classes de cette immunothérapie, directement dans la tumeur, en espérant améliorer la concentration, améliorer l'efficacité et évidemment diminuer la toxicité, parce que quand on relâche le frein immunitaire, de temps en temps, notre organisme va aller détruire notre thyroïde, notre cerveau, notre cœur. Donc, effectivement, plus on est dans la tumeur, et mieux ça risque de se passer. Et puis une dernière chose qu'on espère faire aussi, c'est diminuer la toxicité financière. Je vous rappelle que les checkpoint inhibiteurs, c'est une facture de 600 millions d'euros annuels uniquement pour une classe de médicaments à la sécurité sociale. Donc on divise a priori, nous, les doses par 10 puisqu'on va le disposer localement. Donc un bénéfice aussi de ce côté-là. On a une deuxième approche, c'est que pour que nous luttions contre notre tumeur, il faut qu'il y ait des débris de notre tumeur, en termes plus scientifiques, des antigènes tumoraux qui circulent. Et on va aussi dans les tumeurs pour les détruire, parfois en partie, de façon un peu schématique, éclater ces cellules tumorales, qu'elles relarguent les antigènes et que notre immunité puisse mieux les reconnaître. C'est aussi ces nouvelles cibles qu'on essaye de développer avec des traitements qui sont, par exemple, l'injection d'un virus oncolytique directement dans la tumeur,
ou de façon plus classique, on va utiliser des choses qu'on utilise depuis des années. On est capable de détruire complètement des petites tumeurs qui font 2 cm dans le foie, dans le poumon, dans le rein, en utilisant la cryothérapie, la radiofréquence, les micro-ondes. Et bien là, on va aller essayer de détruire ces tumeurs, mais finalement, pas forcément complètement, et parfois chez des malades qui ont des tumeurs ailleurs. Le but est simplement ce relargage d'antigènes tumoraux pour que notre organisme puisse les reconnaître. Alors bien sûr, vous avez compris qu'on s'attaque en ce moment, en tout cas localement, à une maladie métastatique. Donc on ne va traiter qu'une partie de la tumeur. Et le but, c'est de faire finalement, dans cette tumeur, le laboratoire de fabrication du vaccin antitumoral. En termes un peu plus scientifiques, c'est ce qu'on pourrait appeler de la vaccination in situ. On fabrique le vaccin pour le malade directement à l'intérieur de la tumeur. L'avantage par rapport à tous les vaccins dont vous avez parlé antitumoraux, c'est qu'un vaccin antitumoral ou les thérapies cellulaires genre CAR-T-cell, il faut prélever le malade, envoyer la tumeur au labo, fabriquer de façon spécifique un vaccin pour lui. Et je vous rappelle que le prix d'un traitement CAR-T-cell fixé en France, notamment dans les maladies hématologiques, c'est 500 000 € par patient. Donc on espère aussi avoir quelque chose finalement de plus maniable, de plus facile. Et bien sûr, tout ça sera développé avec beaucoup de détails pendant les JFR. On passe au deuxième sujet, qui est l'imagerie de guidage. Évidemment, pour faire tout ce que je vous ai raconté avant, il faut aller dans la tumeur. Alors, le guidage des aiguilles et des cathéters en radiologie, ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Bien sûr, ça fait très longtemps qu'on sait naviguer des choses à l'intérieur de la tumeur. On est passé de l'échographie au scanner. Vous savez aussi qu'en fonction des images, on ne voit pas exactement la même chose. Et pendant une intervention, en temps réel, on a parfois besoin de tout voir. Vous savez que vous passez une IRM, vous passez un scanner, vous passez une échographie, on fait tout passer parce que chaque examen ne permet pas de tout voir. Et bien là, c'est d'amener finalement sur une table la totalité de l'imagerie du patient, de tout mettre en même temps et d'avoir une espèce de réalité virtuelle. Alors c'est intéressant, on parle d'anatomie, on veut voir les tumeurs. Mais finalement, ça va bien au-delà de ça, parce que voir les tumeurs, ça s'appelle de l'imagerie morphologique. Mais ce qui nous intéresse, c'est finalement dans une tumeur la partie qui serait la plus active, pour y injecter mon immunothérapie ou pour aller la détruire. Et là, on parle de fusion entre de l'imagerie morphologique et de l'imagerie fonctionnelle. Par exemple, la fusion entre un scanner qui va vous montrer la tumeur et un PET scan qui va vous montrer la partie la plus active de la tumeur, celle où vous allez déposer votre médicament. Donc voilà. On est passé aussi du 2D, on connaît tous la radiographie, en tout cas moi je connais la radiographie, les plus jeunes ne connaissent plus que le scanner. Et ce qui a changé, c'est qu'on est passé du 2D au 3D, ça fait très longtemps, mais on est passé du 3D en temps réel. L'informatique est tellement puissante qu'aujourd'hui, vous avez une imagerie 3D d'un patient en temps réel en quelques secondes. Donc vous pouvez l'utiliser et vous pouvez utiliser les modifications qui se passent pendant le geste pour naviguer vos instruments. Et ça, c'est quelque chose d'important. Évidemment, derrière tout ça, il y a maintenant des ordinateurs qui nous calculent des routes à suivre pour atteindre la tumeur. Je fais partie de la génération qui réfléchissait sur les artères, les bifurcations, les virages. Aujourd'hui, finalement, tout ça apparaît à l'écran et on a un Google Maps ou autre, sans faire de pub, ou un TomTom, pour ne pas citer de marque, qui va nous permettre de naviguer et nous dire de suivre les routes. Et puis, je ne peux pas parler d'images, de guidage, de fusion, de navigation, de radiologie interventionnelle, sans parler de robotique. Alors, en fait, c'est pas tellement de la robotique, et les chirurgiens qui utilisent aussi des robots ne font pas de la robot, c'est de la cobotique, mais je ne vais pas rentrer dans la sémantique robotique, cobotique. Globalement, l'idée, c'est d'avoir une imagerie du patient avant, avec tous les renseignements, et que la machine nous propose des plans, des routes, des accès, et finalement viennent se positionner où on n'est plus simplement qu'à pousser une aiguille qui va aller directement dans la cible. Alors, c'est quoi l'intérêt ? Probablement, peut-être un peu plus de précision qu'un médecin très expérimenté, ou le même niveau, mais surtout une standardisation, c'est-à-dire que les médecins expérimentés, il y a aussi des plus jeunes, et ça permet d'avoir un traitement qui est assez standardisé, assez reproductible, et ça peut aussi raccourcir la courbe d'apprentissage des plus jeunes, donc beaucoup de vertus. Et puis, je terminerai avec un petit cocorico quand même. Dans ces domaines-là, il y a des viviers français extrêmement importants, autour de Grenoble ou de Montpellier, avec des sociétés comme Imactis, qui font de la navigation électromagnétique, Quantum, qui fait de la robotique, et même des sociétés très importantes comme General Electric développent en France une grande partie de ces systèmes.
Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ces sujets et la France est vraiment en avance et à la pointe sur ces sujets-là. Merci beaucoup. Merci Thierry. Maintenant, c'est le docteur Ben Salem qui va nous exposer éco-responsabilité et produits de contraste, comment améliorer notre empreinte environnementale. Merci pour l'invitation. Donc, dans le cadre des JFR, une séance scientifique va s'intéresser à la gestion des résidus de produits de contraste. Donc, j'animerai avec mon collègue géologue, le professeur Jean-Alix Barra, qui est au laboratoire des sciences de l'environnement marin, un peu le circuit depuis la mine jusqu'à la seringue qui est injectée avec le produit de contraste qu'on injecte aux patients. On va aborder donc la question des ressources de ces terres rares qui composent l'essentiel des agents de contraste en IRM et les actions qui sont envisagées en partenariat avec la Société française de radio pour optimiser et récupérer ces déchets avant qu'ils soient rejetés dans les eaux fluviales et marines. Cette séance s'ancre dans le thème central des JFR pour une imagerie médicale équitable. Alors, un petit rappel sur le produit de contraste principal qu'on utilise en IRM. En fait, depuis la fin des années 80, on utilise des agents de contraste gadolinés de façon massive en IRM avec une progression exponentielle de leur consommation. Actuellement, on est au niveau mondial, on est à 1000 tonnes de gadolinium par an. Ces produits de contraste sont éliminés rapidement dans les urines et ils aboutissent dans les rivières et les eaux côtières. Et ils ne sont pas traités par les stations d'épuration. Ils contaminent ainsi donc les organismes aquatiques, les coquillages, les algues, etc., mais aussi les eaux du robinet. Des études ont montré qu'on retrouve ce produit de contraste dans le Coca-Cola des fast-foods en Allemagne. Donc, ces produits de contraste qui sont stables quand on les injecte aux patients, ils finissent sous l'action de l'eau salée, du soleil, etc., par se déchélater dans l'eau et à plus ou moins long terme, donc ce gadolinium-là, il devient toxique, c'est un gadolinium qui est libre et il devient toxique. Donc il convient de limiter les rejets de ces produits de contraste gadolinés dans la nature. D'autre part, l'Europe n'a aucune mine de terres rares. Donc le gadolinium, vous savez, c'est une terre rare. Et c'est un produit, on est totalement dépendant des importations chinoises. La Chine contrôle 90% de la production mondiale de ces éléments. Et le recyclage donc, de ces éléments apparaît comme une nécessité, à la fois pour sécuriser une partie des besoins. Donc on est sur l'économie circulaire. Pourquoi gaspiller du produit alors qu'on pourrait en récupérer une bonne partie? Et aussi donc, pour des raisons écologiques, puisque ces polluants émergents ne sont pas sans impact sur la faune aquatique. Nous avons mené une étude sur 3 continents qui vient d'être publiée et qui montre que 15% des doses ne sont pas injectées, c'est-à-dire qu'elles vont à la poubelle. Quand vous prenez une seringue où il y a 15 millilitres, on peut injecter 10 millilitres et les 5 millilitres restants ne sont pas injectés au patient parce qu'on injecte en fonction du poids du patient. Et donc, ça va dans la poubelle et ça va contaminer l'environnement alors que ce produit peut être facilement récupéré. Donc, avec la Société française de radio, on commence à inciter donc les centres à récupérer ce gadolinium qui est pur, qu'on injecte aux patients, au lieu de le jeter, on le récupère et puis après ça part pour un recyclage en interne, ça reste en France, avec les industriels des produits de contraste et de la chimie, et puis pour remettre ce gadolinium dans le circuit, soit pour refaire du produit de contraste médical, soit pour une utilisation industrielle dans les écrans. Le gadolinium n'a pas une utilisation uniquement médicale. Donc tout ça, le but, c'est de réduire notre impact, notre empreinte sur l'environnement et aussi dans une économie circulaire, ne pas gaspiller du produit
Vous savez que l'extraction minière, c'est polluant. Et donc, si on peut récupérer 15% de la dose localement sans extraction minière et sans transport depuis la Chine, c'est du bénéfice pour tout le monde. Bien, ben merci beaucoup. Et la dernière intervention sera faite par un homme qui va nous parler du cœur des femmes. Il s'agit du professeur Jean-François II, en visio de Genève. Jean-François? Effectivement, en fait, c'est une session qui a démarré sur une rencontre avec le docteur Dao autour d'une publication sur les relations entre la présence de calcification sur les vaisseaux mammaires détectés sur les mammographies et la présence de calcification coronaire au scanner. Et donc, on a été un peu étonné de cette relation qui pourrait détecter en fait un risque cardiovasculaire chez les femmes via une mammographie simple. Et donc, on a conduit une étude sur 500 patients sur notre centre pour essayer de voir si effectivement cette alerte qu'on pourrait lancer sur une mammographie était le cas. Et effectivement, il semble exister quand même une relation, au moins statistique, entre les calcifications détectées à la mammographie et la présence de calcification coronaire. Donc, ça sera l'objet de la deuxième intervention dans la session de vendredi des JFR. Et puis, du coup, on a un peu travaillé sur le sujet du risque cardiovasculaire chez la femme et on a contacté le professeur Moudier-Veillé qui sera là pour une intervention. Elle est cardiologue à l'hôpital de Lille, elle connaît très bien donc, la spécificité du risque cardiovasculaire chez la femme et elle nous fera une introduction avec un de ses collègues sur le sujet, sachant que la mortalité cardiovasculaire chez la femme maintenant est la première cause de décès et qu'elles ont une surmortalité du fait notamment d'une symptomatologie qui peut être un peu différente de chez l'homme et parfois même un retard diagnostique sur des douleurs thoraciques un peu atypiques. Donc ça sera l'objet de l'introduction de cette session. Donc ensuite on parlera, comme je vous l'ai dit, des relations qui existent entre les calcifications vasculaires visibles à la mammographie et les calcifications coronaires avec comme idée derrière cela, éventuellement d'avoir un marqueur du risque cardiovasculaire lors d'un dépistage mammographique. Ça reste encore bien sûr à confirmer sur des séries plus larges et à discuter. Et puis on finira cette session avec une thématique qui se développe, c'est ce qu'on appelle la cardio-oncologie via le traitement du cancer du sein qui peut être cardiotoxique avec notamment la chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie. On va s'intéresser en fait au dépistage précoce ou plus tardif de la toxicité cardiaque via les différentes techniques d'imagerie, alors l'échographie, mais on insistera sur l'IRM qui peut avoir un rôle à jouer pour détecter de façon précoce ou plus tardive une éventuelle cardiotoxicité chez ces patients, puisque le pronostic du cancer du sein s'est nettement amélioré maintenant, et donc on essaie de raffiner un peu la prise en charge de ces patientes avec notamment tous les problèmes de toxicité cardiaque des traitements qui sont administrés. Donc je pense que c'est le sujet que je traiterai qui va terminer cette session tripartite du vendredi. Donc. Voilà, un bref résumé de cette session donc, focalisée sur le cœur chez les femmes avec cette spécificité justement de la symptomatologie cardiovasculaire chez la femme et une introduction par le professeur Mounier. Merci beaucoup Jean-François. Donc maintenant c'est le petit mot de la fin. Je ne peux que vous inviter à venir d'être présent physiquement au Palais des Congrès pour écouter toutes ces conférences et ces interventions, en sachant que cette année, nous avons vraiment voulu privilégier l'interactivité, que ce soit sur les forums, que ce soit sur les villages ou dans les sessions, avec beaucoup de questions-réponses, à la fois des sessions qui seront aussi très souvent multiprofessionnelles, en radiologie interventionnelle, en éco-responsabilité, et qui vont également s'intéresser à des problématiques peut-être nouvelles pour nous, mais ou d'autres problématiques sur un aspect un peu différent, notamment les femmes, le cœur des femmes par exemple, la radiologie interventionnelle, l'équité, l'environnement. Voilà, vous êtes bienvenus aux Journées françaises de radiologie.
Merci beaucoup Hélène Kovalchik, donc nouvelle présidente des JFR 2021. On va pouvoir passer aux questions maintenant. Je vous propose de les laisser comme d'habitude soit sur le chat, soit sinon vous levez la main de façon à ce que je puisse vous donner la parole. Alors j'ai une première question et vous me direz dans les intervenants ceux qui veulent répondre. Alors c'est une question de François Boissier de l'APM. Bonjour, où en est-on de la finalisation des régimes d'autorisation en radiologie interventionnelle ? Et puis une autre question qui sera radio interventionnelle et immunothérapie. Mais ça, je pense qu'on... Alors, quel est celui qui peut répondre? D'abord, bonjour, où en est-on de la finalisation des régimes d'autorisation en radiologie interventionnelle? Je ne suis pas la personne qui peut répondre à ça. Je pense qu'il faut... Je ne peux pas vous répondre, moi, dans le cas des JFR, ils ne sont pas encore finalisés, c'est en cours. Mais je ne peux pas vous répondre. Il n'y a pas ici de membres du bureau. On va creuser la question, François, et on reviendra vers vous pour pouvoir vous apporter toute l'information. Alors l'autre question, c'est radio interventionnelle et immunothérapie. Y aura-t-il des nouveaux résultats présentés au JFR ou bien est-ce encore en cours d'essai clinique? Alors c'est peut-être Thierry. Les premiers résultats sont en train de sortir. L'abstract a été soumis pas au JFR, mais au Congrès américain d'immunothérapie qui se tient ce printemps à Washington. Donc les essais commencent clairement à montrer des résultats. Après, il y a beaucoup d'essais en cours. Il y a aussi des résultats qui ont été déjà publiés avec des essais qui sont négatifs pour certains. Donc les choses avancent, mais effectivement, on connaît les lenteurs ou les difficultés de la médecine et de la science. Il faut inclure ces patients. C'est souvent des essais de phase 1, dans des essais extrêmement précoces, où on s'intéresse plutôt à la tolérance qu'à l'efficacité. Bien sûr, l'efficacité nous intéresse. Et puis, il faut aussi avoir une notion, c'est que, comme toujours, quand vous commencez avec un nouveau médicament, vous commencez par la face nord de l'Everest. Et je m'explique. On commence à faire du traitement local chez des malades multimétastatiques. Évidemment, les malades qu'on voudrait traiter, c'est ceux qui ont une seule tumeur et essayer de les guérir. Et il y a aussi, je n'ai pas eu le temps d'en parler, des essais qu'on appelle adjuvants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va aller injecter localement le produit quelques semaines avant de retirer la tumeur, en espérant qu'à terme, la tumeur ne récidivera pas ou récidivera moins. Donc là encore, il y a des essais encore dans ce sens-là. Mais premier résultat, Nivipit, CITC, qui est le congrès nord-américain, qui vont être présentés par le Dr Lambros Tselikas, dont c'est le sujet de thèse de science, entre autres. Merci beaucoup Thierry Debert. Alors, une autre question, et après on en prendra une dans la salle. C'est une question de Sophie Léal. Les calcifications mammographiques sont-elles bien distinguables, vasculaires ou tissulaires? Jean-François. Juste. Alors, je vais répondre, même si je ne suis pas un expert de la mammographie, parce que je fais plutôt de l'imagerie cardiaque, mais pour en avoir quand même relu pas mal, oui, c'est relativement simple, parce que les calcifications vasculaires ont souvent un aspect en rail. Donc, on les différencie assez bien des microcalcifications tissulaires qui sont plus punctiformes. Donc, c'est relativement simple d'arriver à les distinguer avec l'aspect radiologique. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. On va demander à Sophie Léa qu'elle puisse s'exprimer pour nous dire si en effet elle a eu la réponse qu'elle voulait. Oui, Nicolas. Oui, Sophie, vas-y. Oui, c'est bien ça, parce que quand on en est à évaluer un risque, donc à scorer ou à faire une échelle de risque, il vaut mieux être assez précis, parce que les échelles de risque, ce sont des risques qui sont probabilistes avec des pourcentages à 5 ans ou 10 ans, comme les risques cardiaques qu'on connaît bien avec SCORE. Donc, c'était pour avoir une idée de ce qu'on peut quantifier en matière de calcification, parce que j'imagine, mais peut-être j'ai tort, que le taux de calcification par centimètre carré ou centimètre cube par numérisation ou traitement numérique peut permettre de préciser un score qui soit fiable, afin de ne pas affoler inutilement les gens, même si effectivement un bilan précautionneux est justifié. Il faut savoir que les patientes, elles ont la trouille, hein. Elles ont déjà la trouille pour le cancer du sein. Alors s'il faut aussi la trouille pour le cœur, ça fait beaucoup de trouille pour une seule personne, et ça suffirait à leur donner envie de se balancer par la fenêtre. C'est peut-être pas nécessaire en période Covid, voilà. Tout à fait. Je fais une brève réponse. Déjà, à ma connaissance, il n'y a pas encore de quantification automatique. Ce qui a été publié sont des échelles semi-quantitatives.
Nous, on a travaillé sur une échelle avec 6 items. Je suis totalement d'accord avec vous sur le fait qu'il ne faut pas affoler les patientes. Il faut rester vraiment prudent sur ce marqueur qui est un marqueur additif. Ça semble plus intéressant chez les patientes jeunes, entre 50 et 60 ans, éventuellement des patientes qui ne seraient pas suivies, par exemple, par un cardiologue ou qui n'auraient pas accès à un suivi. On pourrait envisager, je parle au conditionnel, on en discutera au JFR, je pense que c'est intéressant, mais éventuellement de leur conseiller, par exemple, de prendre un avis cardiologique ou de faire un bilan simple biologique pour vérifier qu'elles n'ont pas, par exemple, un cholestérol trop élevé. Ça reste du conditionnel, il n'y a pas encore du tout de guidelines à aller faire quoi que ce soit, hein. Je vais être bien précis avec ça, mais il y a plusieurs publications, plusieurs études qui montrent ce petit indice et peut-être, encore un conditionnel, il faudrait le signaler chez des patientes relativement jeunes qui n'ont pas, par exemple, un diabète connu ou une insuffisance rénale connue, qui pourrait expliquer les calcifications vasculaires. Merci beaucoup, François II. Il y a une question dans la salle de Pascal Morel. Oui, c'est pour M. Debert. Quand vous avez évoqué ces traitements guidés par l'image d'immunothérapie, vous avez, et donc, si j'ai bien compris, de relargage d'anticorps tumoraux, vous avez évoqué les métastases. Mais je me demandais pourquoi d'abord, premièrement, est-ce que ça n'est pas intervenir trop tard? Et est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer plus tôt, peut-être de manière un peu empirique, mais qu'il faudrait le faire, alors peut-être pas en prévention évidemment, mais dès que les tumeurs apparaissent, donc assez tôt, pour s'assurer qu'il y aura un succès. Et deuxièmement, quand vous dites 30% de personnes y ont accès, moi, ça m'a plutôt paru assez, j'allais dire pas mal, parce que finalement, au regard des indications, peut-être du fait que tout ça est assez récent, est-ce qu'il faut regarder ça comme insuffisant ou comme plutôt déjà un premier succès? Je vais répondre à la deuxième question qui est la plus facile. Ce n'est pas 30% des gens en ont accès. Quand je dis 30% des gens en bénéficient et que je m'excuse de l'imprécision, c'est dans les gens à qui on donne ces traitements, 30% vont en tirer un bénéfice très clair et très très important. C'est des gens la survie du mélanome métastatique était inférieure à 10% à 1 an. Ces 30% de population, elles vont vivre 5 ans, 6 ans, et il y en a même dont on pense qu'ils sont guéris. Donc c'est phénoménal comme résultat. 30% chez des patients qui avaient un espoir de quelques pourcentages, c'est phénoménal. Et en France aujourd'hui, sans rentrer dans des détails du détail, les gens qui ont une indication reconnue d'immunothérapie bénéficient tous de cette immunothérapie. Donc l'accès à l'immunothérapie en France, sauf évidemment quand il y a un essai, le temps que ça se mette en place, que ça soit remboursé, on peut regretter qu'il y ait un délai de quelques mois, mais en France, quand même, il faut quand même reconnaître que l'accès à ces thérapeutiques est large, suffisant. Par contre, effectivement, il n'y a que 30% des patients qui en bénéficient, et ce qu'on voudrait, c'est que ça fonctionne autant que possible dans les 70% restants. Donc on a une espèce de plateau où finalement, à la fin, on a 30% des patients qui vont survivre très longtemps sans maladie. On voudrait remonter ce plateau aussi haut que possible, donc améliorer les résultats. Pour répondre à votre question, oui, on a toujours envie d'aller vers les malades les plus précoces possibles et d'améliorer ces malades les plus précoces possibles. Chez ces malades-là, il y a des traitements établis qui fonctionnent et c'est toujours un peu compliqué de prendre le risque de faire quelque chose de supplémentaire qui potentiellement peut être délétère, parce qu'aujourd'hui, on est très enthousiaste, mais on ne sait pas si on va franchement améliorer les gens. Donc c'est ce que je disais, on commence par plutôt la face nord de l'Everest, les malades multimétastatiques. Évidemment, et c'est l'histoire de toute la médecine cancérologique, dès qu'on a la preuve du concept ou d'efficacité de ces malades-là, on remonte vers des malades où les soins sont les plus établis. On n'ose pas aller hors essai, aller ponctionner une tumeur unique pour y injecter un produit. On ne sait pas si on va vraiment aider ce patient-là aujourd'hui dans la connaissance qu'on a de ces choses-là. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez encore quelques questions avant que l'on conclue cette conférence? En attendant, donc, je vous laisse encore... Il y a une question là. Bonjour, Loane Trantimi du quotidien du médecin. Ma question se rapporte plus sur la grande conférence sur l'accès aux soins. Sur l'accès aux soins, parce que c'est la grande conférence du congrès. Comment les radiologues envisagent
de faire des propositions. Est-ce qu'il va y avoir des propositions concernant l'égalité d'accès aux soins, en sachant que nous allons arriver à la campagne présidentielle prochainement? Et est-ce que c'est facile de concilier accès aux soins et éco-responsabilité? Alors, tout d'abord, l'accès aux soins. La radiologie en France parle d'une voix et est organisée par le Conseil national professionnel et regroupe plusieurs branches qui sont la Société française de radiologie, les universitaires, le CERF, la FNMR. Et cette organisation nationale unifiée permet de répondre, je dirais, d'une voix, en tout cas essaye, pour trouver des solutions. Ces solutions, elles se déclinent en particulier pour tout ce qui est l'accès aux soins dans les territoires et dans les régions. Et dans chaque région, il y a des représentants de la radiologie que sont les G4 régionaux, qui sont réunis en France par les G4 nationaux. Et ces G4 régionaux, ils ont besoin d'outils, ils ont besoin de mains, de savoir de connaître un petit peu le terrain et les difficultés. C'est pour ça que nous avons fait ce registre et cette application qui met le doigt sur les déserts médicaux, puisqu'une des problématiques essentielles quand même, c'est le manque de radiologues. Je dirais que c'est la problématique essentielle. On a beau imaginer que la télémédecine va résoudre les problèmes, ce n'est pas vrai. Donc le problème numéro 1, c'est le manque de radiologues et toute la radiologie, que ce soit l'aspect, le CERF, que ce soit la FNMR, toutes les branches sont d'accord avec ça. Et bien sûr que chacune, dès qu'elles sont interviewées, dès qu'elles peuvent, vont peser pour essayer d'améliorer cette situation. Il faut voir que quand même l'imagerie, c'est quelque chose qui est de plus en plus important. On ne peut plus opérer sans avoir une image avant, on ne peut plus suivre sans avoir une image après. On a besoin d'images pour se guérir, pour se guider. À tout moment, le patient qui a un cancer, il va rentrer par de l'imagerie. Puis le premier geste qu'il va avoir, c'est une ponction, c'est de l'imagerie. Puis il va être suivi en imagerie. Donc c'est très très important en termes de volume, d'indication. Et peut-être que, je dirais même, je ne sais pas, une spécialité qui est... Toutes les spécialités ont besoin de mains, ont besoin de médecins, mais en médecine, on ne peut pas s'imaginer qu'on va diminuer cette offre. Et je dis ça pour enchaîner sur la deuxième partie, puis c'est un peu le problème. Est-ce que si on produit plus, on ne va pas plus polluer, être moins éco-responsable? Il s'agit de faire des choses raisonnées. Il s'agit de donner le traitement le plus approprié, le plus juste d'un point de vue économique, d'un point de vue protection de l'environnement, des patients, des coûts, pour pouvoir le donner à plus de personnes. C'est pouvoir traiter encore plus. Il ne s'agit pas de diminuer l'offre, mais de l'optimiser en termes d'éco-responsabilité. Parfait, merci beaucoup Hélène Kovacic. Alors j'ai encore deux questions. J'en ai une de Bruno Benck. Pour le professeur Debert et accessoirement, dit-il, pour le professeur Vidal, vous avez parlé de la robotique en radiologie interventionnelle, mais pas des processus de cathétérisation à distance. Est-ce un gadget ou une réelle innovation? Est-ce que c'est utilisable en télécathétérisme dans l'espace? Alors, donc, il y a un peu une question pour chacun. Donc, peut-être laisser en premier professeur Debert et ensuite professeur Vidal. Alors moi, je ne suis pas dans l'espace, mais j'adorerais. Une fois que j'ai dit ça, non, quand je parle de robotique, en 5 minutes, c'est compliqué de couvrir tout. Il y a plusieurs axes à la robotique qui va nous aider, nous, radiologues interventionnels. Il y a un axe qui est la navigation des aiguilles dans des lignes droites, pour faire simple. Le robot va se positionner exactement dans l'axe et il y a des boîtes françaises qui sont très en avance là-dessus. Ça, c'est une première chose. Et puis, il y a autre chose qui est de naviguer des cathéters dans des vaisseaux grâce à des robots. Et je suis moins expert dans ce domaine, donc si Vincent est plus expert, il pourra me corriger, qui sont des choses beaucoup plus compliquées à obtenir, puisque là, on parle plus de ligne droite et de trajet quasi rectiligne, mais d'angle, de tortuosité, et surtout d'une anatomie variable, extrêmement variable d'un patient à l'autre. Donc il y a aussi des boîtes françaises qui travaillent là-dessus.
Donc ça, c'est la première partie de la réponse. Après, je vais laisser Vincent répondre. Aujourd'hui, nos robots, ils pèsent très très lourd, ils sont très très gros, donc il faudra des grosses capsules spatiales. Donc je ne crois pas, mais il y a des gens qui essayent d'inventer des robots de bord de table. Donc oui, on a tous commencé avec des très gros téléphones portables, hein, donc peut-être. Vincent Vidal, vous pouvez apporter un complément de réponse à cette question ? Thierry a bien répondu, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la robotique avance et c'est très important de faire avancer cette robotique. Par définition, pour les besoins spatiaux, le poids, l'engagement de la mise en œuvre de ces robots est totalement incompatible avec l'espace. Et ce qui est très marrant, justement, c'est un peu ce que dit Hélène, c'est qu'en fait, l'espace nous met dans les mêmes situations que dans les pays émergents. C'est-à-dire qu'on est dans un endroit incroyable de très haute technologie et on va utiliser des plans B, en fait, en médecine. Parce qu'on ne peut pas amener les plans A qui sont trop lourds. Et les plans B qu'on développe pour les pays émergents, on va parler donc de catachèse, hein, c'est-à-dire qu'en fait, la catachèse, c'est je prends un outil et je vais l'utiliser pour autre chose. C'est-à-dire que je n'ai pas de tournevis, donc je vais prendre le couteau de cuisine pour visser. Ça s'appelle la catachèse. Là, c'est pareil. Que ça soit dans l'espace ou dans les pays où il n'y a rien, on va utiliser des choses, finalement, des plans B. Et c'est marrant de voir que c'est dans deux univers très différents. Donc, il n'y aura pas de robotique radiologique interventionnelle dans l'espace. Ah si, peut-être après sur Mars, quand on sera bien implanté, mais je pense que nous on ne sera pas très loin de Mars aussi à ce moment-là. Nicolas, juste en complément, donc pour donner des informations à Alain Luciani, il y aura une séance justement organisée avec le CNES en présence de Lionel Suchet, qui est directeur général adjoint du CNES, centré justement sur les voyages extraorbitaires, donc loin de la Terre, loin de cette orbite terrestre. Et on a la chance d'avoir aussi Michel Tonini, un ancien astronaute, qui sera là aussi pour nous parler justement de son vécu et de son regard sur la radiologie interventionnelle, qui sera aussi représenté. Donc si vous êtes intéressé, c'est le vendredi à 14h lors des journées francophones de radiologie. Vendredi 8 octobre, 14h. Merci Alain. Une dernière question dans la salle et après on en prendra peut-être encore une sur le chat. Moi, je voulais demander à l'intervenant, M. Ben Salem, sur le gadolinium. Une fois que vous avez fait les constats que vous avez faits, est-ce qu'on pourrait remplacer le gadolinium par un autre produit qui serait visiblement moins complexe, moins polluant, etc., sans affecter la qualité des examens ? Alors, malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas de produit qui remplace le gadolinium. Par contre, ce qu'on peut faire grâce à l'intelligence artificielle, on peut limiter de façon impressionnante la dose injectée. On est des fois même à 10% de la dose. Donc l'intelligence artificielle va permettre de diminuer cette consommation de produits de contraste. Donc si on va en consommer moins, on va polluer moins. Donc ça, c'est une piste. Après, il y a d'autres séquences qui sont en IRM, je ne sais pas, l'APT, pour essayer de caractériser la nature d'une tumeur. Est-ce que c'est une tumeur qui est plutôt gentille ou agressive? Mais à l'heure d'aujourd'hui, un bilan à la recherche de métastases, on est quand même obligé d'injecter du gadolinium. Il n'y a pas, les industriels n'ont pas de produits de substitution à l'heure d'aujourd'hui. Mais grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir baisser les doses et ça va être une avancée majeure. Parfait. Merci beaucoup pour cette réponse, professeur Ben Salem. Une autre question pour Alain Pérez. Que signifie exactement fusion des images morphologiques? Alors évidemment, c'est là où la question vient de bouger et qu'on me l'a enlevée. Que signifie exactement fusion des images morphologiques et fonctionnelles? Aujourd'hui, quand on image le corps humain, quand on parle d'imagerie, on a tous tendance à penser à de l'imagerie morphologique, c'est-à-dire qu'on voit des formes. C'est des formes qui sont créées par des faisceaux d'ultrasons, c'est des formes qui sont créées par des pénétrations différentes aux rayons X ou des magnétisations différentes en IRM. Et tout ça n'est que de la forme, donc de la morphologie. Et puis, en médecine, on sait tous très bien qu'une tumeur peut, je prends l'exemple d'une tumeur parce que je fais de l'onco, mais il y a sûrement d'autres exemples,
qu'une tumeur peut très bien répondre à un traitement médical et ne pas changer de forme. On peut tuer les cellules à l'intérieur de la tumeur sans qu'elles changent de forme. Donc si on fait de l'imagerie morphologique, on risque de se retrouver devant des tumeurs qui n'ont pas diminué de taille. En tout cas, dans un premier temps. Après, souvent, ça diminue de taille, mais la première évolution de la tumeur n'est pas toujours une diminution de taille. Et donc, ça nous intéresse beaucoup de connaître la fonctionnalité d'une tumeur. C'est est-ce qu'elle est vivante? Quelle partie de la tumeur est vivante? Je vais prendre l'exemple le plus simple. On vous découvre une boule sur un scanner, et puis on va demander de vous faire une biopsie de cette boule. Et ben, dans cette boule, si c'est un cancer, il y aura des parties où il y aura des cellules vivantes, et il y aura des parties où il y aura des cellules nécrotiques. Et donc, si je vous fais une biopsie de la boule, j'ai une probabilité de faire le diagnostic ou une probabilité qu'on me réponde « pas de tumeur ». Et donc, qu'est-ce que c'est que l'imagerie fonctionnelle? C'est d'arriver de caractériser le vivant du mort, et je reste très, très simpliste dans cette explication, à l'intérieur de votre tumeur. Par exemple, en injectant du produit de contraste, et on va avoir une partie qui prend le contraste et une partie qui ne prend pas le contraste. Ces images sont fugaces, donc je ne pourrai pas faire votre biopsie pendant que le contraste va être là, parce qu'il va partir le temps que mon aiguille arrive. Mais par contre, je peux récupérer cette imagerie, la fusionner avec votre imagerie morphologique, et là, je saurai dans quelle partie il faut que j'aille pour avoir la tumeur active et fonctionnelle. Autre exemple, vous faites un PET scanner, et le PET scanner, ce n'est pas une imagerie morphologique, c'est une imagerie fonctionnelle, c'est quelles sont vos cellules qui captent le glucose FDG, quelles sont les cellules qui sont actives, qui prolifèrent. Même chose, votre PET scanner, je ne peux pas biopsier sous PET scanner pour des raisons techniques qu'on pourrait étendre. Par contre, je peux récupérer votre image de PET scanner, le fusionner avec votre échographie, votre scanner, le jour où vous venez me voir pour votre biopsie, et je peux faire la biopsie de la bonne partie de la boule, qui est la partie fonctionnelle, active de votre boule. Alors, je vous ai développé le versant diagnostic, mais vous avez tout de suite imaginé le versant thérapeutique. On a envie d'aller cibler la partie active et pas la partie nécrotique. Quand je vais vous injecter un CTLA4 en intratumoral, je n'ai pas envie de le mettre là où il n'y a pas de tumeur, j'ai envie de le mettre là où il y a de la tumeur. Donc je prends une imagerie fonctionnelle pour savoir dans quelle partie. On a publié un papier qui montre clairement, si vous faites de l'imagerie fonctionnelle pour les biopsies, vous améliorez vos résultats en faisant de la fusion. Merci beaucoup. Une question et une réaction un petit peu, je pense, sur l'intervention du professeur Vidal, qui dit « On peut espérer que les boîtes à outils minimales et polyvalentes seront très utiles, non pas sur Mars, mais dans les déserts médicaux. N'est-ce pas la première retombée de votre programme en cours ?» Alors, merci pour la question. Alors, est-ce qu'elle sera utile dans les déserts médicaux français? Je ne crois pas, parce que pour ce qui est de la radiologie interventionnelle, on a quand même, on ne va pas faire de la radiologie interventionnelle au lit du patient dans sa maison. Mais par contre, ce développement va être utile dans les pays émergents, effectivement. Parce que dans les pays émergents, on va avoir besoin de ces boîtes à outils minimales. Et c'est intéressant de voir une fois de plus, c'est un débat qui dépasse évidemment la Société française de radiologie, mais parfois on nous dit à quoi sert la conquête spatiale, de dépenser de l'argent pour la conquête spatiale? Finalement, la conquête spatiale dans le budget mondial, c'est très peu, ça représente très peu de choses et ça fait beaucoup avancer la science dans des choses qui vont dans Alain Luciani en parlera. Ça fait avancer. Il y a des rapprochements, par exemple, entre la cartographie géologique, comment reconnaître les différents cratères qui sont sur Mars, par exemple, et comment analyser la structure d'une tumeur. Ce sont les mêmes processus d'intelligence artificielle. Donc voilà. Donc effectivement, la boîte à outils, elle servira, pas pour les déserts médicaux français, mais pour les déserts médicaux des pays les plus émergents. Parfait, je vous remercie. C'est à ce moment-là que l'on va arriver à la conclusion de cette conférence de presse de présentation des JFR 2021. On vous donne donc tous rendez-vous. Je vous rappelle que bien évidemment dans l'après-midi vous recevrez le dossier de presse complet avec encore plus d'informations et d'informations riches et nouvelles. Vous avez aussi à disposition la capture, donc vous nous la demandez en revanche parce que on vous l'enverra pas systématiquement, mais si vous avez besoin de la capture de cette conférence de presse de ce matin. Et puis dernier point bien évidemment important, c'est que l'ensemble des intervenants de ce matin seront à votre disposition pour répondre à des questions complémentaires, à plus d'informations ou plus d'échanges. On vous attend pendant ces 3 jours à 4 jours au service de presse. Il est à votre disposition. Vous avez une salle de travail, une salle de presse, une salle de repos et la possibilité d'avoir toutes les informations sur ce qui va se dérouler au sein
des JFR 2021. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Toute l'équipe de la SFR et des JFR vous remercie pour votre présence ce matin. On vous souhaite de vite vous retrouver directement au JFR 2021. Merci beaucoup et bonne fin de journée.